Le retour du frère prodigue. 21 septembre, 6 octobre 2000. L'organisation de leur voyage fut prise en main par une Fleur enthousiaste. Avant même la fin du dîner, leur semaine en France était déjà planifiée. Ils logeraient chez les parents de Fleur, qui leur feraient visiter les citadelles sorcières du sud de la France, puis ils passeraient 2 jours à Paris en amoureux. 3 jours plus tard, ils se rendirent sur le chemin de traverse et prirent un porte au loin pour Foix. Dans la maison des voyageurs, où ils arrivèrent, les attendait la mère de Fleur, Apolline de la Cour. Celle-ci les accueillit avec chaleur et les guida vers la vaste cheminée mise à la disposition des touristes. Avant qu'ils puissent la prendre pour rallier la résidence de leurs hôtes, ils durent s'entraîner à prononcer la gentilhommière, ce qui constitua un véritable défi pour leur accent anglais. Harry, n'ayant jamais oublié son premier voyage par le réseau de cheminettes et la mauvaise direction qu'il avait prise à cause de son élocution défectueuse, il s'appliqua donc particulièrement à reproduire les syllabes complexes qui composaient le nom de la maison où il comptait se rendre. À son grand soulagement, Ginny et lui arrivèrent sans encombre dans la demeure de la famille de la cour. Apolline les mena dans une chambre, c'était celle de Fleur, leur apprit-elle, et elle les laissa s'installer. Ils regardèrent avec ravissement la vaste pièce, avec ses tapisseries sur les murs de pierre claire et ses fenêtres à meneaux. « C'est magnifique, jugea Ginny. Le terrier est minable, à côté de ça. Je comprends un peu mieux les grands airs de Fleur maintenant. » Quand ils redescendirent, Victor de la Cour était arrivé pour déjeuner avec eux. Il leur servit un verre de Banyuls en apéritif. Harry n'était pas un amateur de vin averti, mais il trouva la boisson délicieuse. Ils passèrent ensuite à table. Les de la Cour avaient mis les petits plats dans les grands, et Harry comprit ce que le mot gastronomie recouvrait. Ce fut pour lui et Ginny une révélation gustative. Ils commencèrent avec une poulée de foie gras frais et un consommé aux asperges. Ensuite, ils se régalèrent avec un chapon, sa sauce aux morilles et sa farandole de légumes émincés. Ils durent déclarer forfait devant le plateau de fromage, ne pouvant se résoudre à terminer ce qu'on leur avait servi, trop déroutés par les fortes saveurs des laitages français. Heureusement, cela apparut davantage amuser les parents de Fleur que les vexer. Ils finirent le repas sur un millefeuille aux framboises. Les de la cour demandèrent des nouvelles de leur fille, de leur gendre et de leur petite-fille. Ils s'enquirent de la santé de tout le reste de la famille Weasley et firent parler Harry et Ginny de leur travail respectif. En retour, les 2 jeunes gens s'intéressèrent à Gabrielle, qui était à Beaubaton en 4e année. Cet après-midi-là, ils visitèrent la petite ville fortifiée dans laquelle se trouvait la maison où ils logeaient, le bourg magique de Puylaurens. Apolline leur servit de guide et leur fit une leçon d'histoire de la magie française. Elle leur expliqua que les chasses aux sorcières du XVe siècle avaient été bien plus véhémentes en France qu'en Angleterre, et les sorciers en avaient gardé l'habitude de se rassembler et protéger leurs habitations derrière des murailles, qui servaient de support aux puissants sortilèges, les rendant invisibles aux yeux des moldus. Harry se rendit compte pendant la visite que les sorciers qu'il croisait le reconnaissaient. Il s'en étonna, et Apolline lui apprit que la France avait su avec inquiétude la prise de pouvoir des Mange-Morts chez leurs voisins, et que la chute du despote avait fait l'objet de nombreux articles, mettant en vedette la photo du survivant. Sa chevelure indisciplinée, ses lunettes et sa cicatrice le rendaient assez reconnaissable. En soupirant, Harry adopta sa tête de rechange, comme l'appelait désormais Ginny. Les jours suivants, ils visitèrent d'autres bourgs du sud de la France, Roquefixade, Quéribus, Tautavel et pour finir Carcassonne. Les châteaux cathares perchés sur leurs éperons rocheux les avaient déjà impressionnés, tant les ruines moldues que leurs pendants magiques. Mais Carcassonne, sa forteresse visible à des kilomètres, fut l'endroit qu'ils préférèrent. C'est la plus grande concentration magique de France, après Paris bien sûr, leur apprit Apolline quand ils entrèrent dans la citadelle et son assis de ruelles et d'échoppes. Vous trouverez ici tous les produits magiques que vous pourrez imaginer, et même certains dont vous ignorez l'existence. Harry et Ginny avaient sans doute pris d'abord cette annonce pour une fanfaronnade, mais ils furent tentés de lui donner raison quand ils pénétrèrent dans les rues commerçantes magiques. Pour l'atteindre, ils quittèrent les 2 rues touristiques moldues, franchirent 3 croisements, puis passèrent derrière un panneau triangulaire à fond jaune, sur lequel était dessiné un étrange couvre-chef arrondi à visière. Celui-ci semblait décourager d'éventuels curieux, une enseigne moldue indiquant un endroit dangereux, commenta leur guide. Ils découvrirent alors divers ateliers de couture, à faire se pâmer Madame Guipure, assez d'herboristes pour équiper plusieurs rogues et leurs élèves. On y croisait des sorciers de tout le pays, qui venaient se fournir ici en ingrédients rares. La librairie, où ils pénétrèrent, accueillait sous des voûtes médiévales des livres et des parchemins écrits dans toutes les langues. Ils ne résistèrent pas à la tentation de prendre un ouvrage en latin pour Hermione, qu'ils choisirent davantage en fonction de sa couverture que pour son contenu.
Et les Moldus ne voient pas tout ça? S'étonna Ginny alors qu'ils s'attablaient à un restaurant en terrasse qui surplombait une rue particulièrement animée. Pour les Moldus, une grande partie de la citadelle n'est que ruine. Ils font régulièrement des projets pour la reconstruire et la transformer en musée. Mais jusqu'ici, nos repousses Moldus ont toujours triomphé, développa Apolline, visiblement satisfaite. C'est encore plus vieux que Poudlard, murmura Harry. Oui, ici on s'imagine vite croiser Morgane et Arthur, souffla Ginny sur le même ton, avec un sourire émerveillé. Harry considéra que c'était le moment de lui voler un baiser. Le romantisme des lieux avait manifestement enflammé Ginny, et Apolline de la Cour dut attendre un certain temps avant de retrouver leur attention. Le soir, en rentrant de leur visite, ils dînaient avec Victor et Apolline, qu'ils apprirent à mieux connaître. Monsieur de la Cour dirigeait une entreprise artisanale. Il fabriquait des meubles qu'il enchantait pour le confort de ses clients. Sortilège de solidité pour s'assurer de la pérennité du meuble, sort de mise en ordre pour retrouver instantanément ce qu'on fourrait dans les tiroirs, charme de cire perpétuel pour qu'ils gardent leur lustre et autres commodités habituelles. Sa femme l'assistait dans la gestion de son affaire. Au bout de 5 jours, ils firent leurs adieux à l'accueil en couple et se rendirent dans l'auberge parisienne où les Delacour leur avaient réservé une chambre. C'est tout près du quartier magique. Vous pourrez visiter la contre-université de pentahermétisme, leur expliqua Victor. Pentahermétisme s'enquit Harry, ne sachant pas si c'était un mot français ou un vocable anglais qu'il ne connaissait pas. Notre université magique. Nous avons la possibilité de continuer nos études après vos bâtons. C'est aussi là que l'essentiel des recherches sur la magie est mené, l'équivalent de votre département des mystères. Elle a été fondée par Nicolas Flamel quand il a dû abandonner ses charges à l'université Moldue de la Sorbonne en 1418, lors de la séparation des communautés moldues et sorcières. Le quartier magique qui se trouve autour est beaucoup plus développé que votre chemin de traverse à Londres, car il a été construit à un moment où la ville moldue de Paris n'avait pas encore envahi cet endroit. Il n'y avait que des champs quand les sorciers en ont déterminé le périmètre. Maintenant, c'est dans la cité, bien sûr, tout près de ce que les Moldus appellent le quartier latin. Une partie de leurs universités sont tout à côté de la nôtre. L'établissement dans lequel ils se retrouvèrent leur plut beaucoup. Les Delacour leur avaient recommandé un dîner sur place, car le restaurant de l'auberge était renommé pour sa cuisine. Harry et Ginny, complètement convertis à la gastronomie française, décidèrent de suivre leurs conseils. Ainsi, après avoir flâné dans le quartier magique, ils montèrent dans leur chambre pour se changer, avant de gagner la salle au rez-de-chaussée où étaient servis les repas. Ayant mis la plus belle robe qu'il avait emportée, Harry se métamorphosa pour garantir son anonymat. À ce moment, Ginny exposa une requête. « Dis, tu ne pourrais pas améliorer un peu ta tête? Tu as vraiment l'air balourd. » Plein de bonne volonté, Harry attendit les indications de la jeune fille en vue d'améliorer son apparence. « Tu peux faire le nez plus fin ?» commença-t-elle. « Les yeux un peu moins globuleux ?» Elle hésita puis ajouta plus rapidement, comme si elle avait déterminé ce qu'elle voulait. « Menton plus pointu, cheveux plus clairs, yeux bleus, teint plus pâle. Voilà, conclut-elle d'un air satisfait. Tu es mignon à croquer. » Harry, qui s'était concentré sur les sortilèges, se retourna vers le miroir de la coiffeuse pour se rendre compte du résultat. Il eut un choc en découvrant face à lui le visage de Drago Malfoy. « Ginny !» se récria-t-il, outré. Celle-ci s'était écroulée sur le lit, pliée en deux de rire. Mû d'une juste colère vengeresse, il s'élança vers elle et s'installa à califourchon sur la jeune fille. Profitant du fait que son hilarité l'empêchait de se défendre efficacement, il lui entreprit de lui refaire le portrait à grands coups de sortilège. Quand il eut terminé, il se décala et la prit par l'épaule pour la redresser et lui permettre de se voir dans la glace. Elle présentait désormais une ressemblance assez nette avec Pansy Parkinson. « Ah !» s'exclama-t-elle avec horreur. Impitoyable, il l'obligea à se recoucher sur le dos et lui appliqua un baiser bien baveux, davantage propre à provoquer le dégoût que la passion. Finalement, il la relâcha et admit. « Je ne peux pas aller plus loin. Certains actes sont trop affreux pour être accomplis. » Ginny ne put lui répondre tout de suite, trop occupée à émettre des gargouillements qui exprimaient autant le rire que la protestation. Elle arriva enfin à se redresser en s'essuyant ostensiblement la bouche. « Désolée, s'excusa-t-elle les yeux pétillants. Je n'ai pas pu résister. »« Ben, ça fait plaisir, feignit de s'indigner Harry. Bon, maintenant que ton fantasme est assouvi, je peux reprendre ma vraie tête? »« Tu peux parler? Je ne savais pas que t'étais attiré par les Pékinois. »« J'adore les animaux, répondit très sérieusement Harry, tout en annulant leur personnalité d'emprunt. On descend? C'est l'heure de tapater.
Ginny revint au cas Malfoy en dégustant son foie gras aux figues. Je me demande qui voudra l'épouser. Tous les anti-Voldemort savent que sa famille hébergeait le Seigneur des Ténèbres, et les autres doivent se souvenir à quel point ils étaient en disgrâce auprès de leur héros. Harry, que le sujet ne passionnait pas, haussa les épaules. Je suppose qu'être sang pur est un atout pour attirer les familles qui se préoccupent de ce genre de détails. Avec un peu de chance, ses parents lui dégoteront une héritière très riche et très moche, espéra Ginny. C'est important, s'étonna Harry. Il faut suivre ce genre de choses. La population sorcière n'est pas si étendue, et il faudra bien que nos enfants se marient un jour. Harry fut partagé entre le plaisir que lui procurait la mention d'une descendance commune entre lui et Ginny, et l'étonnement qu'elle pense à si long terme. On a le temps de voir venir, fit-il remarquer. Ils pourront toujours épouser des moldus, ou des sorciers étrangers, comme l'a fait ton frère. Ginny contempla les autres convives du restaurant d'un regard songeur. C'est vrai, le moment venu, les de la cour pourront nous mettre en relation avec leurs amis, se rassura-t-elle. Le dernier après-midi, ils se hasardèrent dans le Paris moldu, suivant les conseils que leur avait donnés Hermione. Ils se firent déposer par l'équivalent du Magicobus au pied de l'Arc de Triomphe, et ils descendirent les Champs-Élysées. Après avoir traversé le jardin des Tuileries et admiré la façade du Louvre, ils retournèrent à pied à leur auberge. Ils mangèrent rapidement dans un café du quartier magique et se couchèrent, harassés. Le lendemain matin, ils firent des achats pour apporter des souvenirs à leurs familles et amis. En fin d'après-midi, ils prirent un porte-au-loin qui les ramena sur le chemin de traverse. Ils rentrèrent square Grimaud, où Créature les accueillit chaleureusement. Il leur apprit que toute la famille Weasley était chez tante Muriel, mais qu'ils étaient attendus à partir de 5 heures du soir au terrier. Avant de les rejoindre, ils épluchèrent leur courrier. Ginny avait reçu un mot de Luna, qui était en visite chez son père. Elle part après-demain matin pour la Sibérie, lut Ginny. Ça t'embête si je passe la voir? Si tu veux, ma chérie, accepta Harry. N'oublie pas de lui passer le bonjour de ma part. Il prit les cadeaux qu'ils avaient ramenés pour les Weasley et transplana devant la porte de la maison familiale. Il pénétra dans la cuisine et, constatant qu'elle était déserte, passa au salon. Quand il entra dans la pièce, seul Percy s'y trouvait, plongé dans son journal. Harry voyait le chef du département du commerce magique très régulièrement. Mais il n'avait que de rares échanges. Harry plaisantait avec Bill, appréciait les anecdotes de Dragon de Charlie, félicitait George sur les nouveaux produits, parlait de choses et d'autres avec Molly et Arthur, vivait avec Ron et Ginny, mais ne faisait que de partager le même espace que le troisième des frères Weasley lors des réunions au terrier. « Bonjour Percy. Les autres sont encore chez tante Muriel ?»« Oui, ils ne vont pas tarder. Nous pensions que vous arriveriez plus tard, justifia-t-il comme s'il était perturbé que ce ne soit pas le cas. Ginny n'est pas avec toi ? Elle est allée voir une amie, expliqua Harry. Et toi, tu n'es pas avec les autres ? J'avais du travail au ministère et puis... Je n'adore pas aller chez tante Muriel, alors j'ai préféré venir directement ici. Désolée. Il y avait quelque chose dans le ton de Percy qui alerta Harry, plus sensible qu'auparavant à ce genre de détails. Désolé ? Pourquoi ? Demanda-t-il étonné. Je comprends que tu puisses encore m'en vouloir, répondit son interlocuteur, et que tu n'aies pas spécialement envie de me parler. Harry s'interrogea sur ce qui justifiait une telle assertion. Percy pensait-il qu'il y gardait toujours une rancune d'avoir conseillé à Ron de ne plus le fréquenter lorsqu'ils étaient à Poudlard ? Mais ça faisait longtemps qu'il avait passé l'éponge, considérant que cela partait d'un bon sentiment, une volonté de protéger son petit frère. De même, il ne lui tenait pas rigueur de ne pas l'avoir cru quand il avait tenté de convaincre les sorciers du retour de Voldemort. Pourquoi l'aurait-il fait ? Percy ne connaissait pas vraiment Harry, et il travaillait au ministère, qui affirmait que le survivant mentait. On pouvait comprendre qu'il ait davantage fait confiance aux autorités qu'à un adolescent boutonneux. C'est vrai qu'il avait eu plus de mal à accepter que Percy ait continué à éviter sa famille quand la résurrection de Voldemort était devenue avérée, et plus encore lorsque les Mange-Morts avaient pris le pouvoir. Mais il s'était battu pour libérer Poudlard, avait perdu un frère, et se montrait désormais fidèle à Kingsley. De quel droit Harry lui tournerait-il le dos ? Je ne t'en veux pas, affirma Harry. Je me demande seulement pourquoi. Il s'interrompit, incertain de vouloir mener cette conversation. Oui, releva Percy, qui attendait la suite. Ce que je ne comprends pas, dit lentement Harry, cherchant à bien préciser sa pensée, c'est que tu es resté fâché avec les tiens, alors que même Fudge a dû admettre que Voldemort était revenu. Il se souvenait des larmes de Molly, et trouvait que son fils avait été cruel de les lui infliger. Mais il se reprit. Lui aussi avait dû faire pleurer la mère de la famille, quand il avait disparu durant des mois avec Ron en pleine guerre.
Je pensais que nous allions nous rapprocher, puisque le ministère leur donnait raison, affirma Percy. Mais cela ne s'est pas passé comme je l'espérais. Il s'interrompit brusquement, eut un sourire amer et reprit. Non, je te mens, comme je me suis menti à l'époque. En vrai, j'avais honte. Je savais que si je revenais, il faudrait que je m'excuse, que je reconnaisse avoir eu tort d'un bout à l'autre. Et je n'ai pas pu. Joli Gryffondor, hein. Du coup, j'ai attendu que les choses se fassent d'elles-mêmes, qu'on se rencontre par hasard, qu'on se parle, comme si rien ne s'était passé. Mais l'occasion n'est pas venue tout de suite, et après c'était trop tard. Au bout d'un mois, Scrimgeour et Dumbledore étaient en froid une fois de plus, nous nous sommes retrouvés dans deux camps opposés. Je ne comprenais pas qu'ils ne fassent pas confiance au ministre, c'était un ancien Aurore, il détestait tu sais qui. Ils avaient tort, et finalement, il devenait hors de question que j'aille m'humilier devant eux. De là à leur ramener Scrimgeour le jour de Noël, murmura Harry. Percy garda un instant le silence, les yeux baissés. J'ai espéré que ce serait mon occasion, avoua-t-il. Se revoir en présence d'un tiers aurait pu permettre qu'on renoue le contact, sans l'embarrassant moment d'explication. S'il n'y avait eu que maman. Mais j'avais sous-estimé combien Ginny et les jumeaux m'en voulaient. Je les comprends d'ailleurs. C'était moche de ma part. Je te demande pardon, Harry. Je n'ai songé qu'à moi. J'ai joué le jeu du ministre pour revoir ma famille et t'obliger à parler à quelqu'un contre ton gré. Ne me préoccupez pas. J'aurais dû... Laisse tomber, coupa Harry. Il aurait trouvé un autre moyen de me contacter. Et puis ce n'était pas plus mal qu'on ait une mise au point. Cela m'a permis de comprendre certaines choses. Quoi qu'il en soit, si j'avais pu m'aveugler sur ce que ressentait ma famille, je ne le pouvais plus. Mes frères et sœurs me détestaient, et ils avaient raison. Je ne pouvais plus revenir après. Percy laissa pincer un silence avant de reconnaître. Si je l'avais vraiment voulu, j'aurais pu le faire malgré tout, et m'excuser. Mais une fois de plus, mon orgueil... Harry ne savait pas quoi dire pour rendre l'atmosphère moins lourde. Il choisit de poser la question qui lui brûlait les lèvres, conscient qu'il n'aurait peut-être plus jamais l'occasion de le faire. Quand as-tu décidé de changer de camp? Dès la chute du ministère. J'étais horrifiée par ce qui s'y passait. Tu peux croire que je suis un sale type, Harry. Mais je ne cautionne ni la force brute, ni le mépris pour ceux qui ne sont pas sang pur. Par contre, je ne savais pas quoi faire pour m'opposer au régime. Démissionner et devenir un fugitif, je n'aurais aidé personne en le faisant. Mais à qui faire confiance? Ton père? Proposa Harry. Lui parler aurait été le meilleur moyen de me retrouver sur la liste des suspects et d'avoir les mains définitivement liées. Je n'osais même plus le croiser dans un couloir, de peur de ne pas pouvoir me retenir de le supplier de me donner une autre chance. J'ai cherché une autre solution, je t'assure. J'ai tenté d'approcher deux personnes, mais l'une a été envoyée à Azkaban 2 semaines plus tard, et l'autre a disparu subitement. Il m'a fallu du temps pour penser à Belforce Dumbledore. J'avais entendu mes parents en parler comme d'un membre de l'ancien ordre du Phénix quand j'étais jeune, et j'ai tenté le coup. Il m'a dit de rester tranquille, et ne m'a plus recontacté jusqu'au jour où tu as repris Poudlard. Percy laissa passer un moment avant d'avouer. Reconnaître mes erreurs a été moins difficile que je ne le craignais, et ils ont été plus généreux que je ne l'avais imaginé. Ça en dit long sur ce que je suis, hein. Harry se demanda ce que représentaient pour Percy les repas réguliers qu'il partageait avec eux au terrier depuis la guerre. Une façon d'expier et de se prouver, dimanche après dimanche, qu'il ne méritait pas sa famille. Une vague de compassion envahit Harry, malgré tout conscient qu'il avait vraiment le chic pour se retrouver dans des situations improbables. Il dit d'une voix incertaine. Certaines choses sont difficilement pardonnables. Quand on a causé la mort de quelqu'un, par exemple. Mais se tromper et avoir été orgueilleux, ça peut arriver à tout le monde. J'ai fait pire que ça, dit Percy. Je les ai repoussés, alors qu'ils sont ma famille. Mais c'est maintenant que tu les repousses, exclama Harry, d'un ton vif, mal à l'aise, dans son rôle de consolateur. Son interlocuteur considéra l'idée et commenta. Encore de l'orgueil, alors. Harry haussa les épaules. Était-ce par orgueil que Dumbledore n'avait pas eu assez d'une vie d'intégrité et de tolérance pour se pardonner 1 mois d'aveuglement et une mort tragique? Et lui-même, ne se sentait-il pas toujours vaguement coupable à chaque fois que l'on évoquait les victimes des mange-morts? Par contre, il réalisa qu'il ne s'en voulait plus pour le décès de Sirius. Était-il trop complaisant envers lui-même? Tous les deux se taisaient, profondément perdus dans leurs pensées, quand Ginny arriva enfin. « Ça va » questionna-t-elle, vaguement consciente qu'elle interrompait quelque chose. « Oui, pourquoi » demandèrent simultanément les intéressés. Pour la première fois de leur vie, ils échangèrent un regard complice. « Tu t'es disputé avec Percy » s'inquiéta Ginny, alors qu'il se préparait pour la nuit.
Elle avait pris soin d'attendre qu'il ait fini de se laver les dents pour une fois. Pas du tout, répondit-il. Il eut du mal à finir ce qu'il était en train de faire. Tu lui en veux encore pour son attitude pendant la guerre demanda-t-il à la place. Bien sûr que non s'écria-t-elle avant de le jeter un regard coupable, comme si elle craignait qu'il considère sa bienveillance comme une trahison. Harry la rassura d'un sourire et elle développa. Dans un sens, je le comprends. Il a eu tort, précisa-t-elle. Mais je pense qu'il n'est pas le seul responsable de ce qui s'est passé. Je t'écoute, dit Harry, en s'installant sur le lit. Elle s'assit en tailleur à ses côtés et commença. À la maison, Percy était toujours montré comme un modèle pour les jumeaux, Ron et moi. Souvent, maman nous laissait sous sa garde dans le jardin et nous disait de lui obéir parce qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur lui. Ça nous énervait, car on avait l'impression qu'il était le chouchou. Du coup, on faisait bloc contre lui. Après, il est parti pour Poudlard. Je doute qu'on l'y ait beaucoup apprécié malgré ses bonnes notes. Et lorsque les jumeaux sont arrivés 2 ans plus tard, tout le monde les a adorés et les a suivis quand il s'agissait de se moquer de Percy. Tu sais, dit Ginny d'un ton rêveur, je me demande si cela ne se serait pas mieux passé s'il avait été réparti à Serre-d'Aigle. Il aurait été davantage apprécié par ceux de sa maison et n'aurait pas eu à nous supporter dans la salle commune. D'ailleurs, c'est idiot, quand on y pense, qu'on se soit tous retrouvés à Gryffondor. C'est évident qu'on a des caractères très différents tous les 7. D'après mon coéquipier, la volonté d'être dans la même maison que le reste de sa famille n'a pas toujours été si forte. C'est la guerre qui a provoqué cette radicalisation. J'espère que Bucklehurst arrivera à inverser la tendance, répondit Harry, qui pour sa part aurait plutôt envoyé Percy à Serpentard, du fait de son ambition. Ce serait bien. Pour en revenir à Percy, il devait avoir besoin de faire ses preuves en sortant de l'école. C'est sans doute pour ça qu'il a travaillé comme un fou après son entrée au ministère, pour montrer ce qu'il valait. Au début, tout allait bien. Il a grimpé les échelons et papa et maman étaient fiers de lui. L'atterrissage a dû être très rude avec l'affaire Croupton. Et au lieu de le consoler, mes frères et moi, on s'est moqué de lui. Je n'étais pas la dernière, reconnut-elle. La voix de Ginny exprimait maintenant tous ses regrets. Harry lui prit la main pour la réconforter. Il ne savait pas quoi dire. Affirmer que ce n'était pas sa faute ne serait que des mots creux. Il trouva plus respectueux d'admettre la part de responsabilité qu'elle avait eue dans les événements. Il a dû être très soulagé quand Fudge l'a choisi comme secrétaire. C'était un bon poste, et sa carrière continuait normalement malgré tout. On peut comprendre qu'il ait pu accepter l'idée que c'était juste une façon de le manipuler pour espionner la famille. Et que ce soit papa qui le lui dise, lui, qui était le seul à le soutenir jusque-là avec maman, ça a dû être affreux. Le reconnaître revenait à admettre que professionnellement, il ne valait rien. Et si on avait enlevé sa carrière à Percy, qu'est-ce qui lui serait resté pour s'affirmer auprès de nous? Harry et elle échangèrent un regard attristé. Je regrette d'avoir été méchante quand il est passé nous voir à Noël. Mais je lui en voulais de faire le jeu du ministre à ses dépens. S'il avait pu venir seul. Harry se dit qu'il avait, lui aussi, eu un rôle dans l'éloignement de Percy et de sa famille. C'était en partie par loyauté envers le survivant que la majorité des Weasley avait fait bloc contre Percy. La situation aurait été moins envenimée s'il n'avait pas été à ce point proche d'eux. S'il était revenu tout seul, il aurait dû admettre qu'il avait tort, expliqua-t-il. Et comme tu l'as dit, qu'est-ce qui lui serait resté après? Déjà que moi, ça m'agace quand je me rends compte que maman a raison, reconnut Ginny. Moi, c'est Hermione, renchérit Harry. Heureusement qu'elle se trompe de temps en temps. Ils se sourirent. Tu n'as jamais discuté de tout ça avec Percy? S'étonna Harry, qui avait fréquemment vu Ginny parler avec son frère durant leur réunion au terrier. Avec toute la famille autour, nos conversations restent très superficielles. Je lui demande s'il va bien, j'essaie de m'intéresser à ce qu'il fait, mais il n'entre pas dans les détails et très vite on n'a plus rien à se dire. Tu sais ce qu'on devrait faire? L'inviter ici. Comme ça, on pourra mettre les choses à plat, s'exclama Harry plein d'inspiration. Quelle bonne idée! Merci de le proposer, mon chéri. Mais toi, cela ne t'embête pas? Si j'en voulais à tous ceux qui ne m'ont pas cru, fit remarquer Harry, ne t'en fais pas. Je désire sincèrement l'aider à retrouver sa place dans la famille. Ou plutôt à s'en créer une nouvelle, ajouta-t-il après réflexion. Il décida de s'en occuper lui-même. Le soir suivant, en quittant son service, il se rendit dans celui que Percy dirigeait, l'Organisation internationale du commerce magique. Un fonctionnaire lui indiqua respectueusement l'emplacement du bureau. Il demanda au secrétaire, qui gardait sa porte, si M. Weasley pouvait le recevoir 5 minutes. Il fut rapidement introduit dans la vaste pièce. « Bonjour, Harry. Que puis-je pour toi ?» s'enquit Percy sur un ton le plus formel. « Rien d'officiel, » lui répondit Harry. « J'en ai pour 2 minutes.
Je voulais juste t'inviter à venir dîner à la maison un soir. » La surprise de Percy aurait été drôle, si ce qu'elle révélait n'avait pas été aussi triste. « M'inviter » bafouillait-il. « Oui, pour dîner, » répéta Harry, un peu décontenancé par sa réaction. « Tu es libre cette semaine ?» Percy hocha la tête. « Vendredi soir ?» Nouveau signe affirmatif. « Parfait, je t'ai écrit l'adresse, car ma maison est incartable. Viens par le réseau de cheminée, c'est le plus simple. 19h, ça te va ? » Oui, oui. Merci, Harry. De rien, répondit celui-ci en déposant le papier qu'il avait préparé sur le bureau. À vendredi alors. Ce fut Ginny qui informa Ron de l'invitation. Il fut manifestement surpris par cette initiative et ouvrit la bouche, avant de la refermer sans avoir prononcé un son. Diverses émotions, que Harry ne put interpréter, se succédèrent sur son visage. Il échangea un long regard avec sa sœur, dont Harry se sentit complètement exclu. Il ne s'en formalisa pas. Il avait de son côté une relation avec Ron dont sa petite amie ne faisait jamais partie. Harry était conscient que cela avait été un élément que la jeune fille avait mal vécu autrefois, mais avec le temps, elle avait su trouver, voire se créer, une place parmi eux. Même ses rapports avec Ron, parfois conflictuels au début de leur cohabitation, voguaient vers des eaux moins tumultueuses. Pourtant, les sujets de confrontation ne manquaient pas. Il y avait l'incroyable capacité de Ginny à semer ses affaires n'importe où, ou encore la gourmandise de Ron qui le poussait à grignoter des sucreries devant Ginny, qui de son côté était tenue à un régime draconien établi par l'infirmière des Harpies. Mais leur dispute avait tendance à se raréfier, ou à se terminer rapidement sur une touche d'humour. Le frère et la sœur avaient mûri, et leur lien s'était renforcé. Ron était fier de la carrière sportive de Ginny, et suivait très près tous ses matchs. De son côté, la jeune fille s'intéressait aux produits que Ron mettait sur le marché, donnait parfois des idées de farce, ou se proposait comme cobaye. Elle avait de bonnes relations avec Hermione également. Les deux filles de la maison avaient renoué leur vieille amitié. Harry les voyait souvent discuter entre elles, et ça avait l'air très drôle. Le jeune homme sourit en pensant que Sirius serait heureux de voir autant de sentiments positifs et de complicité familiale s'épanouir dans cette demeure. Quand Percy arriva, il était manifestement crispé. Ron essaya de détendre l'atmosphère en racontant les derniers potins du magasin, mais son frère était toujours imperméable aux comiques de situation. Ce fut Ginny qui parvint à le dérider. « Regardez ce que j'ai trouvé l'autre jour dans mes affaires, dit-elle, en mettant sur la table basse une sorte de chiffon informe. « Mais c'est Nanan !» s'écria Percy. « Oui, confirma Ginny. Tu te souviens quand il est tombé dans la soupe en train de cuire ? »« Ah non, c'est Chaunouille qui a atterri dans le chaudron de maman, affirma Ron. »« Chaunouille ?» répéta Harry. « Mon ours en peluche, expliqua Ron. Je voulais l'appeler Choco-Grenouille, mais je n'arrivais pas à le prononcer correctement. Pourquoi ne suis-je pas vraiment étonnée d'apprendre que tu as donné un nom de sucrerie à ta peluche, commenta Hermione. Et c'est Chaunouille que les jumeaux ont transformé en araignée, s'enquit Harry. Oui, le pauvre, dit Ron avec une désolation que les années n'avaient pas atténuée. Et vous vous rappelez la fois ? Toute la soirée se déroula sur ce thème. Les trois Weasley évoquèrent leurs meilleurs souvenirs communs, et il y en avait beaucoup, sans doute plus qu'ils ne l'auraient cru. Parfois les sourires étaient teintés de tristesse, car Fred était omniprésent dans les événements cités. Harry apprit que Ginny adorait cracher sur Ron quand elle était petite, qu'elle n'aimait pas porter de robe quand il faisait chaud, et qu'elle se promenait régulièrement en sous-vêtements pendant l'été au grand désespoir de sa mère, qu'elle avait un jour mangé des œufs crus trouvés dans un nid pour gagner un pari. Et ils étaient complètement pourris d'après l'odeur, précisa Ron qui avait eu l'idée du défi. Elle avait un jour perdu tous ses cheveux, en empruntant en cachette la lotion dont Molly se servait pour faire boucler les siens. Elle n'avait pas lu l'étiquette qui indiquait de ne jamais appliquer le produit plus de 5 minutes. Ils surent également que Ron et Percy avaient réussi à ouvrir l'armoire où leur mère stockait les confitures, et qu'ils en avaient mangé à en être malades. Que Ron s'était un jour assis sur un nid de fourmis rouges, avec les conséquences que l'on imagine pour son malheureux fondement. On évoqua la mémoire du boursouf de Ron, qui termina ses jours quand Fred s'en servit comme cognard. Les jumeaux avaient un jour initié Percy à un langage secret qu'ils pratiquaient entre eux. Percy avait voulu s'en prévaloir devant ses parents et fut réprimandé, car il s'avéra que les mots mystérieux étaient les insultes que Fred et George avaient entendues de la bouche d'un charretier, un animal parlant qui ne dit que des insanités. Harry remarqua que nombre d'épisodes qu'ils avaient dû paraître cuisants aux protagonistes quand ils les avaient vécus étaient maintenant devenus amusants dans leurs esprits, avec le recul que confèrent les années. Harry avait-il un jour
à rire de ses déboires chez les Dursley? Il en doutait. En fait, il évitait d'y penser la plupart du temps. Tout en évoquant le bon vieux temps, ils avaient mangé dans la cuisine, puis étaient remontés dans le salon. Ginny et Percy s'étaient installés sur le canapé. Ils s'étaient peu à peu rapprochés au cours des récits et des éclats de rire, et en fin de soirée, leurs épaules se touchaient. Sans doute n'avaient-ils pas été aussi unis depuis des années. C'est dommage que Bill, Charlie et George ne soient pas là, se désola Jenny. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Charlie, remarqua Percy. Pourquoi vient-il si peu souvent? Préfère voir ses copines plutôt que nous, ricana Ron. Ses copines? Releva Percy. Il y en a plusieurs à la fois? Non, l'une après l'autre. Au moins 3, ces 6 derniers mois. La dernière en date, c'est Sonia, je crois. Tu as l'air bien au courant, s'étonna Harry. C'est George qui me l'a dit. Charlie l'appelle au moins 1 fois par semaine. Nul besoin de demander pourquoi Charlie trouvait du temps pour parler à George, alors que de voir le reste de la famille 1 fois par mois semblait amplement lui suffire. Je n'arrive pas à m'y faire, soupira Percy. Dans ma tête, c'est toujours les jumeaux. Moi aussi, répondirent simultanément Ron et Ginny, d'une voix attristée. Percy considéra Ron. Merci d'être allé rejoindre George. Il n'aurait jamais pu tenir sans toi. C'est normal. Je ne l'ai pas fait, moi, souligna Percy. Mais toi aussi tu fais des choses, opposa Ron. Des choses importantes. Hermione m'en parle. Je trouve ça très bien. C'est vrai? À ce moment, Hermione se leva et dit. Excusez-moi, je suis fatiguée, je vais me coucher. Bonne fin de soirée? Moi aussi, s'empressa de renchérir Harry. À tout à l'heure, Jean. À dimanche, Percy. Ils quittèrent ensemble le salon, laissant les Weasley entre eux. Ils se sourirent en montant tous les deux dans l'escalier. Ils n'éprouvèrent pas le besoin de parler, se connaissant assez pour savoir qu'ils ressentaient la même joie à voir les frères et la sœur se retrouver. Note. Le monde magique français est très étroitement inspiré, mais alors beaucoup, de ce que Phénix a inventé dans Rupture d'un processus linéaire. Elle m'a fait l'amitié d'écrire le passage sur la description de Carcassonne et sa région, que je ne connais pas. Pour l'évolution de Percy, j'ai été très influencée par la lecture de la fanfiction de Nelia. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est une série de vignettes consacrée à la famille Weasley. Le chapitre 28, ces liens arbitraires, m'a aidé à comprendre Percy.